Et oui, donc vous avez suivi, hein, depuis le 1er janvier 2022, nous sommes rentrés en période électorale. Ça veut dire que les chaînes de télé et radio doivent suivre les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le fameux CSA, afin que soient respectées les sacro-saintes règles de pluralisme et d'équilibre des temps de parole et d'antenne pendant cette campagne présidentielle. Alors, comment vous réagissez-vous à ces règles? Ah bah comme vous, j'ai de gros doutes sur cette notion d'équité. Nous trouvons très important de donner la parole justement à ce qu'on appelle ces petits candidats, puisqu'il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas plus entendus. Ce n'est pas parce que les grands médias ne les reçoivent pas sur leur plateau qu'ils ne méritent pas d'attention, et on essaye justement de contrecarrer un petit peu ces travers médiatiques. Mais pour revenir justement au vrai problème, c'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui, si François Asselineau n'est pas vu beaucoup sur les gros plateaux, on va le dire comme ça, eh bien, il ne sera pas forcément choisi dans les sondages. D'ailleurs même pas forcément proposé dans les sondages par la majorité des sondés, et donc Ouais, finalement il il l'est n'a pas, pas le hein. droit à Il beaucoup l'est de temps pas. de parole. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on ne sait pas comment sortir en fait, comment résoudre ce problème. Bah, c'est exactement ça, mais après, il y a un petit peu erreur sur la marchandise, c'est-à-dire que le CSA nous vend un concept d'équité. Or, dans les faits, c'est exactement l'inverse. C'est plutôt un concept d'inéquité qui est appliqué. Si vous voulez, l'équité, c'est un concept théologique qui, sur une inégalité de départ, vise à obtenir une égalité à l'arrivée. C'est-à-dire que normalement, c'est un peu le cas du concept du commerce équitable. C'est-à-dire qu'on va donner plus à ceux qui ont moins pour qu'à l'arrivée, ils aient autant que tous les autres, qu'il y ait une sorte d'égalité. Or là, ce qui se passe, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on voit des candidats qu'on connaît archi par cœur dans les médias, et ils ont tout l'espace médiatique. Et à contrario, les petits, ceux qu'on ne voit pas, on ne les voit pas du tout. Ils ont les miettes, si vous voulez. Si vraiment le CSA veut appliquer le concept d'équité, les auditeurs pourront se rendre compte, c'est-à-dire que le soir du premier tour, normalement 90-95% des Français devraient connaître toute l'offre politique, donc tous les candidats. Et quand je dis connaître tous les candidats, c'est pas de nom, de visu ou un jingle sur quotidien, hein. Non, c'est connaître les candidats dans leur programme, dans ce qu'ils proposent et les avoir entendus débattus. Aujourd'hui, vous prenez mon candidat, par exemple François Asselineau, vous avez peut-être 4-5% des Français qui le connaissent vraiment d'un point de vue programmatique. Donc à partir de ce moment-là, comme vous le disiez, comment voulez-vous qu'il apparaisse dans les sondages au-delà de 5%? C'est impossible. Nous, on a fait effectivement 1,2% aux européennes, et dans les sondages, on est crédité à 1%. Donc si par exemple le CSA faisait pas ce qu'ils appellent l'équité, mais qui est en fait l'inéquité, si le CSA faisait par exemple la proportionnelle, on devrait avoir 1% du temps de parole ou 1,2% du temps de parole. Et figurez-vous qu'on a regardé les relevés CSA de ces derniers mois, et est-ce que vous savez à combien on est de temps de parole? Non, dites-nous. On est à 0,0022% du temps de parole. C'est-à-dire que on n'a même pas la proportionnalité. C'est-à-dire qu'on pèse dans les sondages et dans les élections 1%, et on a moins que ce qu'on représente. Donc c'est bien l'inéquité. On donne moins à ceux qui n'ont pas grand-chose. Et vous prenez, par exemple, Éric Zemmour, ces 3 derniers mois, il a été beaucoup plus médiatisé que Kim Jong-un en Corée du Nord, alors qu'il n'a jamais été candidat à la moindre élection. C'est-à-dire que nous, on coche toutes les cases. Si vous regardez le règlement du CSA, il faut participer au débat public, politique, il faut faire des meetings, des réunions, il faut être dans les sondages. Nous, on a 1,2% d'électeurs prouvés. Éric Zemmour n'a jamais été candidat à une élection, n'a jamais eu d'électeurs prouvés. Donc lui ne coche pas toutes les cases, nous oui. Et on n'a même pas la proportionnelle de ce qu'on représente. Donc effectivement, il y a un gros problème déjà sur les définitions, parce que le CSA Alors après, c'est vrai qu'Éric Zemmour bénéficiait, on va dire que c'était son avantage au démarrage, c'était cette aura médiatique, puisqu'il était déjà bien installé sur la place médiatique de par sa fonction. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qu'on connaît archi par cœur, mais vraiment archi par cœur. Éric Zemmour avait une émission où il passait tous les jours sur CNews, donc on le connaît par cœur. On connaît par cœur Macron, on connaît par cœur Le Pen, on connaît par cœur Mélenchon. Donc si on était dans un concept d'équité, normalement, on devrait donner beaucoup plus de place à Poutou, à Nathalie Arthaud, à Fabien Roussel,
Et quand je dis beaucoup plus de place, c'est vraiment une médiatisation de manière dictatoriale pour compenser l'écart faramineux qu'il y a justement avec les gros candidats. Là, ce serait vraiment un concept d'équité. Or, on voit qu'on s'oriente vers exactement l'inverse. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans une démocratie où il y a une égalité de fait à la fin, selon aucun concept démocratique de la Ve République, on va passer les candidats en Ligue 2, ce qu'on appelle les petits candidats. Ouais. Il n'y a aucune règle, c'est les médias qui se permettent ça. Oui, c'est les médias qui ont. Là, Voilà. c'est vrai qu'il faut le dire. Hein, on voit bien d'ailleurs le phénomène Macron lors de son élection, sa première élection, pas forcément connu du grand public, mais il était tellement sur toutes les unes de magazines, Paris Match, toutes les semaines que les Français, à force, ont absorbé cette image. Donc c'est un candidat qui a été fait notamment par les médias, par les couvertures. Totalement, comme Zemmour d'ailleurs. Zemmour, c'est exactement la même chose, c'est les médias qui l'ont fait. Nous, regardez, on n'a pas accès aux médias, donc on essaye de se développer sur Internet. Alors malheureusement, les Français cristallisent leur opinion un petit peu avec le vu à la télé, c'est sûrement dommage. Je pense que les derniers quinquennats ne leur ont pas donné satisfaction, donc ils devraient peut-être revoir un petit peu leur méthode de cristallisation de leur opinion. Néanmoins, nous, sur Internet, vous voyez, on fait des vidéos qui flirtent maintenant avec 3 millions de vues. On en a d'autres qui sont à 1,8 million, 1,9 million. Citez-moi quel candidat de ses propres moyens a réussi à faire autant d'audience par lui-même pour se faire connaître. C'est pas le cas. Zemmour, avant d'être médiatisé, il faisait pas ses scores par lui-même, lui tout seul, si vous voulez. Donc moi, j'aimerais qu'on m'explique ce qu'on doit faire pour avoir accès aux médias, finalement. Parce que nous, on a développé nos propres réseaux. Et d'ailleurs, il y a eu un article là, dans Marianne qui est absolument incroyable, qui nous explique en gros que si François Asselineau n'est pas médiatisé, c'est sa faute, parce que soit il n'en fait pas assez, soit parce que... Mais non, mais s'il n'est pas médiatisé, c'est de la faute des médias. Enfin, nous, si vous voulez, je vais vous donner un exemple. François Asselineau, donc candidat en 2017 à la présidentielle de la République, candidat ensuite aux européennes. Est-ce que vous savez combien de temps de parole on a eu sur TF1 lors des européennes de 2019? Non, dites-nous. On a eu 8 secondes. C'est-à-dire que même si vous étiez la meilleure personne sur Terre, Gandhi... Et là, vous pouvez saisir le CSA dans ce cas-là. On saisit le CSA, mais on a un classeur rempli de saisines du CSA qui nous disent non, circuler, il n'y a rien à voir. Et d'ailleurs, on va aller là bientôt, on va aller les voir justement pour faire entendre nos droits, en disant que c'est pas normal. On a rendez-vous le 13 janvier pour essayer de faire entendre le fait qu'on est absolument invisibilisé, parce que c'est de la censure à ce niveau-là. Hein. On a dû saisir d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire. Il y a eu un débat sur France 2 aux européennes. On a dû faire un procès, un référé liberté pour participer, qu'on a gagné. Et France 2 n'a pas voulu donc qu'on participe à leur débat. Ils ont saisi le Conseil d'État et ils ont gagné. Alors comme ils ont gagné genre quelques heures avant l'émission et que finalement on était prévu, ils ont maintenu. En grand seigneur, mais on doit faire des procès pour avoir la parole. Oui, on en est là, hein, vraiment. On saisit le CSA, on doit faire des référés liberté. C'est extrêmement difficile. Les Français ne se rendent pas compte à quel point la parole est verrouillée en France, surtout pour l'opposition. Et puis précisons tout de même qu'en plus de la question de la représentativité et d'être vu sur les grands plateaux, il faut en plus récupérer les signatures. Donc il y a déjà une épreuve en soi de légitimité pour chaque candidat, puisque on nous dit aussi oui mais c'est normal, faut pas donner la parole à n'importe qui arriverait et qui débarquerait. Oui mais l'épreuve elle est déjà faite de légitimité, elle est déjà faite par une règle très stricte et déjà très compliquée, même pour les grands candidats, c'est celle des signatures. Donc pourquoi ajouter cette nouvelle règle d'équité? Et je rappelle, l'équité, comment elle se juge, c'est en fonction de la représentativité de chaque candidat. Et la représentativité, comment est-elle jugée? C'est l'exposition médiatique, les sondages ou sa formation politique qui a remporté beaucoup de voix. Voilà la seule chose. D'ailleurs, les sondages, il y a beaucoup à dire. On a publié une vidéo lors des européennes, d'ailleurs vous pouvez la retrouver, c'est le traitement médiatique, une vidéo 2019 sur notre chaîne UPR TV. On a publié 2 enregistrements d'adhérents qui avaient reçu, qui ont été sondés par Ipsos et IFOP. Et dans les 2 enregistrements, l'UPR n'est pas proposé. Voilà. C'est-à-dire qu'on leur dit voilà, dans quelle sensibilité politique vous vous sentez le plus proche. Il y a tous les partis, mais il n'y a pas l'UPR. Et donc, on lui propose de prendre plutôt France Insoumise ou un autre parti. C'est-à-dire que même les sondages, ça pose un souci quand même sur l'honnêteté. Est-ce qu'ils sont vraiment honnêtes? Parce que
Moi, je veux bien, hein, mais si on n'est même pas proposé lorsque les gens sont sondés, comment voulez-vous qu'on apparaisse? Et si on n'est pas dans Oui, les non, mais médias, c'est la moindre des choses d'être proposé. oui. Enfin, pour parler de la présidentielle, tous les candidats officiels reconnus doivent être proposés, même si ils ne rapporteraient pas beaucoup. Là, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. On a aussi du mal à comprendre comment certains présidents de la République restent de manière constante sur la même moyenne de 27% depuis je ne sais combien de temps. Pourtant, il fait des Enfin bon, efforts donc, pour détester des gens, hein. oui, Il s'est pourtant, encore voilà. surpassé dernièrement. Mais apparemment, ça le fait Exactement. encore augmenter dans les sondages. Donc, Oui, tout à fait. Donc on a vraiment du mal à comprendre ces sondages et surtout à la rigueur que les sondages soient bidonnés, mal compris, puisque les questions sont orientées. Bon, c'est une chose, mais que les règles d'équité du CSA mais c'est pas des règles d'équité, c'est se de basent. l'inéquité, comme je disais. L'équité, Oui, c'est exactement l'inverse qui est proposé. On a même l'impression que le CSA fait un énorme brainstorming pour nous expliquer que finalement, leurs nouvelles règles pour 2022, ça va être exactement le comportement naturel des choses, comme s'ils n'existaient pas, quoi. On en est limite là. Donc on peut vraiment... Enfin, je dis pas que le CSA a un rôle facile, mais enfin là quand même c'est assez extraordinaire. C'est vrai, exactement l'inverse de ce qu'il prône qui est finalement établi. J'aimerais prendre un autre exemple aussi rapidement puisqu'il me reste pas beaucoup de temps. On veut participer au débat politique, mais vraiment, et on vient de lancer dernièrement, vous l'avez sûrement suivi, hein, ça a fait la une de tous les médias, on a lancé Génération A pour Génération Asselineau, pour faire un petit peu le contre-pied à Génération Z, pour dire voilà, les Français doivent avoir le choix de A à Z, et on aimerait vraiment participer au débat public, parce que Génération Z, ils sont bien gentils, mais ils disent un paquet de bêtises, et on aimerait pouvoir débattre sur le fond, sur un média, par exemple, ou même avec les Jeunes en Marche, pour montrer que ce qu'ils disent, c'est pas vrai, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment fausses, et figurez-vous que vous prenez le président de Génération Z, il est beaucoup plus médiatisé aujourd'hui que la moitié des anciens candidats à la présidentielle cumulés. Donc si vous prenez le temps de parole de Poutou, Artaud, Roussel, Cheminade et autres, et que vous le comparez à celui du président de Génération Z, le président de Génération Z a plus de médias que la moitié des candidats cumulés. Enfin, c'est hallucinant. Comment le CSA peut nous expliquer ça? Enfin, moi, je serais très curieux de connaître la réponse. Et en tout cas, j'aimerais beaucoup pouvoir débattre, justement, et mettre en face les contradictions de ce que proposent ces gens, parce que ce qu'ils proposent, c'est tout simplement irréalisable, notamment dans le cadre des traités européens. Je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. Vous avez peut-être suivi cette histoire. Il y avait Zemmour qui s'est payé la tête de Arnaud Montebourg parce que Arnaud Montebourg avait repris un des points du programme de Zemmour, qui était d'interdire certaines familles qui ne respecteraient pas certaines conditions de renvoyer de l'argent dans certains pays. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. Et là, ils sont montés au créneau en disant, regardez, Montebourg n'a pas d'idée, il nous plagie. Les médias ont repris l'info, mais il y a un truc qu'il faut quand même dire, c'est que dans l'Union européenne, il y a l'article 63 du TFUE qui nous explique, c'est 4 lignes, c'est pas très long, qui nous explique qu'il y a la libre circulation des mouvements de capitaux. Donc, ce que propose Zemmour est interdit dans l'Union européenne, dans laquelle il veut rester, et Zemmour pique une idée qui est interdite dans le cadre des traités européens, dans laquelle il veut rester aussi, il veut aussi rester dans l'Union européenne. Donc les médias ont repris l'info, mais n'ont pas dit la vérité. C'est là aussi, moi je me pose la question, comment ça se fait qu'on peut traiter une information et pas la débunker à fond, puisque ce qu'ils proposent n'est absolument pas possible dans le cadre des traités européens, ça reviendra à la violer. Donc c'est soit on respecte les traités, soit on en sort. Bonsoir à toutes et à tous. À la fin du mois de décembre de l'année dernière, on a assisté à une floraison de réflexions, de publications, d'articles allant toutes en fait dans le même sens. La première d'entre elles a été publiée le 17 décembre 2021 par une note de la grande banque française Natixis dans le cadre de la préparation de la présidentielle. C'était un long article de Patrick Artus, qui est l'un des très grands économistes français, et qui montrait, avec des courbes à l'appui, qu'il y avait eu un décrochage de la France dans de nombreux domaines au début des années 2000. Et le titre de la note, c'était « Mais que s'est-il passé au début des années 2000 ?» Et Patrick Artus, donc ce grand économiste, évoquait, pour expliquer la montée des délocalisations, la perte des industries, le décrochage en matière de commerce extérieur, etc., etc. Il expliquait cela par
plusieurs phénomènes hypothétiques. Il parlait des 35 heures qui étaient arrivées en 2000. Il parlait de la volonté des entreprises de délocaliser. Il parlait de la faiblesse de la recherche. Il parlait de la faiblesse de la compétitivité française. Il parlait de tout ceci. Mais, il y a un truc dont il ne parlait pas, c'était de l'euro. Parce que l'euro, il est bien arrivé justement au tournant des années 2000. Il est arrivé, il a été créé le 1er juillet 1999 pour les échanges interbancaires, et il est arrivé au 1er janvier 2002 sous forme de pièces et de billets, ce qu'on appelle l'euro fiduciaire. On notera d'ailleurs que le même Patrick Artus, dans un tweet que vous voyez à l'écran qui date de 2019, il y a donc 2 ans, disait tout à fait autre chose. Et il disait, mais justement, la désindustrialisation que l'on voit, le décrochage sur cette courbe où l'on voit le décrochage de la France par rapport à l'Allemagne, eh bien, il disait, est-ce que ça ne serait pas justement du fait de l'euro? Donc il y pensait en 2019 et il n'y pense plus en décembre 2021. Ça doit nous mettre un peu la puce à l'oreille. Et cette puce à l'oreille, ça devient un éléphant à l'oreille. Parce que le Figaro du 28 décembre 2021, il y a quelques jours donc, a fait un article où il explique, vous le voyez le titre à l'écran, où il explique, je le cite, que pas un des candidats les plus hostiles à l'Europe ne remet sur la table le retour au bon vieux franc. Alors ça, c'est quand même un peu fort de café. Pourtant, j'ai fait une conférence. D'abord, j'ai créé un parti politique le 25 mars 2007 dont l'objectif est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et que la sortie de l'euro fait partie des statuts qui ont été déposés par moi-même à la préfecture de police de Paris. Donc ça fait rien moins que 15 ans que je propose la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Mais j'ajoute que je l'ai expliqué en long et en large en 2017, et j'ai présenté mon programme le 19 octobre dernier à la presse, dont d'ailleurs Le Figaro, qui est venu, j'ai remis le programme, et bien entendu dans le programme, c'est marqué dès l'introduction que l'objectif est de sortir de l'Union européenne et de l'euro, parce que sinon tout ce que je propose dans mon programme sera inapplicable. En particulier, les augmentations de salaire que tous les candidats proposent, l'augmentation du SMIC, ne pourront pas avoir lieu si l'on reste dans l'euro. Madame Christine Lagarde, présidente de la BCE, l'a expliqué il y a quelques jours. Alors, au nom d'une pipe, pourquoi le journal Le Figaro, sous la plume d'un éditorialiste, explique-t-il que pas un seul candidat ne propose la sortie de l'euro? Et ils ajoutent d'ailleurs, si j'ai bien vu, qu'ils disent que Mme Le Pen a changé de point de vue, ce qui n'est pas vrai. Reprenez les documents électoraux de 2017, Mme Le Pen, contrairement à une légende, ne proposait pas la sortie de l'euro. Elle l'a confirmé, elle laissait, disons, planer une certaine ambiguïté, mais ce n'était jamais écrit dans ses programmes. Et elle a confirmé, en effet, quelques mois après la présidentielle, qu'il était désormais hors de question de sortir de l'euro pour le Rassemblement national. Bien. Et quant à le Figaro, il disait même M. Zemmour a dit que... Non, M. Zemmour, d'abord, il ne s'est jamais présenté à une seule élection, sauf depuis, paraît-il, depuis quelques semaines, il a annoncé sa candidature. Mais M. Zemmour n'a jamais dit où que ce soit qu'il voulait sortir de l'euro. Il a eu une pirouette en expliquant que l'euro, c'était pas bien, il était contre, mais que maintenant il était trop tard pour en sortir. C'est même quelque chose d'extraordinaire. C'est comme quelqu'un qui dirait, voilà, quelqu'un qui aurait un cancer des poumons et qui dit c'est vrai que c'est dommage, j'aurais jamais dû continuer à fumer, mais maintenant il est trop tard pour que j'arrête. Non, je suis désolé, on peut très bien guérir si c'est pris à un stade suffisamment tôt, on peut très bien guérir d'un cancer du poumon. Il faut avoir évidemment des traitements qui vont avec, mais la première chose à faire, c'est d'arrêter de fumer des cigarettes. Voilà. Et puis quelques jours après, le 1er janvier 2022, le journal Le Monde nous resserre une louche de ce même breuvage et sur le thème « Pourquoi la sortie de l'euro n'est plus un slogan politique ?» Ah bon? Tiens donc. Donc mesurez bien ce qui se passe quand même. Les 2 plus grands journaux français considérés comme les plus sérieux, les grands journaux grand public j'entends, Le Monde et Le Figaro, ont donc tous les deux
alors que je connais des journalistes et dans l'un et dans l'autre, et qui me connaissent, et qui sont déjà venus au siège de l'UPR. Et d'ailleurs, Le Figaro comme Le Monde étaient représentés à ma conférence de presse le 19 octobre dernier. Ils ont donc publié sciemment des articles pour dire qu'aucun candidat à l'élection présidentielle ne proposait la sortie de l'euro, alors que c'est l'un des éléments essentiels de mon programme. En gros, il faut retenir de ces articles une espèce de gloubi-boulga politicien vaguement sociologique sur le thème qu'en fait, 20 ans après, en fait, tout ça, ça serait formidable, les Français s'y seraient faits, il n'y a plus de problème politique, donc maintenant on passe à autre chose. Là, maintenant, l'euro est entré dans les mentalités, c'est très très bien. Sauf que, le même jour, Le Figaro, le 28 décembre, pratiquant la politique du « en même temps » pour capter tous les publics, à la fois annonçait donc que finalement circuler, il n'y a rien à voir sur l'affaire de l'euro, mais sortait un autre article où il disait que 20 ans après, 3 Français sur 4 soutiennent l'euro, ce qui veut dire en creux qu'il y a quand même 1 Français sur 4 qui n'en veulent pas, qui ne le soutiennent pas. Et que 25% des Français, d'après un sondage, que 25% des Français, 20 ans après, ne soutiennent pas l'euro, alors qu'il n'est jamais question de l'euro dans les grands médias. Ça, c'est vrai. Alors que la question de la sortie de l'euro est interdite d'antenne. C'est exact. D'ailleurs, je ne suis jamais invité. Et en particulier en ce moment où l'on fête le 20e anniversaire de l'euro, il ne s'est pas trouvé un seul média en France pour s'adresser aux responsables politiques déjà candidats à l'élection présidentielle de 2017, qui va l'être en 2022, et qui, depuis 15 ans, portent haut et fort la revendication de sortir de l'euro. Tout ceci montre que les 25% de Français qui voudraient sortir de l'euro ou qui ne soutiennent pas l'euro, en fait, n'ont aucune expression médiatique en France. Je voudrais rappeler maintenant ici ce qu'est l'euro, ce qu'est une monnaie. Alors je ne vais pas faire une conférence trop longue ni trop technique. Je renvoie ceux que ça intéresse à tout ce que j'ai pu dire sur l'euro, notamment des conférences sur la tragédie de l'euro, par exemple, qui a eu beaucoup de succès que j'ai fait il y a déjà de nombreuses années. Je voudrais dire ici qu'une monnaie, ce n'est pas une fantaisie. Ça n'est pas quelque chose, ce n'est pas uniquement un symbole, c'est pas comme le drapeau. Une monnaie nationale, ça a un impact fondamental sur l'économie d'un pays. Les taux d'intérêt, le déficit du budget de l'État, le taux de change sont des facteurs excessivement importants dans la conduite d'une économie et qui sont suivis matin, midi, soir et la nuit par les dirigeants des grandes banques centrales des pays ayant une monnaie. On ne peut pas avoir une économie nationale gérée nationalement si l'on n'a pas une monnaie nationale. Je renvoie à tout ce que j'ai pu écrire là-dessus. Donc, ceux qui disent que l'euro maintenant serait dans les mentalités, serait dans les têtes et donc circuler, il n'y a rien à voir, on passe à un autre sujet, ils n'expliquent pas aux Français les conséquences de ça. La conséquence, ça veut dire que les Français n'ont plus le choix de leur politique monétaire. Les Français sont donc contraints par une politique monétaire décidée à Francfort qui est censée convenir à 19 États, puisqu'il n'y a que 19 États dans la zone euro. Il y en a moins que dans l'Union européenne. Un certain nombre de pays de l'Union européenne ont refusé d'entrer dans l'euro, contrairement d'ailleurs à la lettre des traités. Et donc, cette politique monétaire a un impact considérable et sur le niveau des salaires, et sur le niveau de vie, et sur le taux de croissance, et sur le taux de change, et sur la compétitivité externe, et sur les délocalisations, et sur le commerce extérieur, et sur notre balance des paiements, et j'en passe. C'est d'ailleurs l'une des raisons, semble-t-il, pour lesquelles le débat de l'élection présidentielle aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce que c'était dans les années 74. En 1974, au deuxième tour de l'élection présidentielle, entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand,
eh bien, il y a eu un débat à la télévision française où il était question justement des taux d'intérêt et de la politique monétaire. Ce qui prouve d'ailleurs au passage à quel point ceux qui disent que c'est trop compliqué, que ça n'intéresse pas les Français, prennent les Français de 2021 pour des demeurés, alors que leurs parents ou grands-parents en 1974 étaient capables de comprendre. Alors moi, je considère que les Français doivent être capables de comprendre parce qu'il y va de leur démocratie, tout simplement. Tout ceci a un impact que M. Artus connaît parfaitement bien, d'ailleurs, mais qui n'est mentionné nulle part, ni dans le Figaro, dans l'article que je précisais tout à l'heure, ni dans l'article du Monde. Et que, à part moi, je n'ai vu aucun candidat à l'élection présidentielle, ni en 2017, ni en 2022, évoqué devant le grand public. Alors que c'est le sujet le plus fondamental pour comprendre ce qui va se passer avec l'euro. Il faut donc bien que les Français comprennent que si nous appartenons à l'euro, monnaie qui est structurellement trop chère pour nous, puisqu'elle compose avec un pays qui est structurellement plus compétitif et dont les évolutions de compétitivité sont supérieures aux nôtres, eh bien, la seule solution possible, c'est qu'il va falloir peser toujours plus sur le niveau de vie des Français. C'est d'ailleurs ce que l'on constate. Je vous rappelle ce que je vous ai présenté tout à l'heure, avec l'évolution notamment du taux de pauvreté en France. Et puis tous les Français voient bien que depuis que l'euro est arrivé, ils le sentent intuitivement, depuis que l'euro est arrivé, leur niveau de vie ne fait que baisser. Alors évidemment, M. Macron va distribuer une prime de 100 € par-ci, de 200 € par-là. Il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut pas augmenter les salaires. Il ne peut pas augmenter le SMIC. Parce que justement, nous sommes dans la zone euro. C'est ce que précisément tous les autres candidats à l'élection présidentielle ne vous disent pas. Ils vous promettent d'augmenter le SMIC. Ils n'en auront pas la possibilité, puisque par ailleurs, ils refusent de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Je suis le seul candidat qui explique à mes compatriotes pourquoi l'euro est en fait, ça n'est pas une fantaisie si nous voulons sortir de l'euro. Depuis 15 ans, j'explique les relations de cause à effet entre notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro et un très grand nombre de problèmes que nous avons au quotidien. Malheureusement, les Français, ça leur passe un peu au-dessus, ça ne les intéresse pas. On dit que je serais nostalgique, que je voudrais revenir au franc français, etc., que finalement tout ça, ça serait de la bêtise. On se refuse à entrer dans mes raisonnements. Et quand je dis on, c'est pas tout le monde. Parce qu'il se trouve que je connais beaucoup de gens. J'ai d'ailleurs invité ici, à UPR TV, des personnalités diverses, comme Henri Guénaud, comme Marc Toiti, comme d'autres responsables du monde économique ou politique. Et toutes ces personnes, mezza voce, une fois qu'on a fermé les portes, sont les premières à être très inquiètes de l'évolution de la situation. Ils savent les déséquilibres de Target 2. Ils savent que le nouveau gouvernement allemand qui vient d'arriver va très probablement être plus sévère encore et exiger encore plus de sévérité, d'austérité. Alors, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que normalement, dans une démocratie, nous devrions parler de ce sujet en numéro 1. Ça devrait être notre appartenance à l'euro, comme notre appartenance à l'Union européenne, puisqu'ils sont à l'origine de 90% des problèmes quotidiens des Français, devrait faire l'objet de débats très importants, fréquents, où l'on présenterait aux Français la thèse et l'antithèse, où l'on me ferait débattre, par exemple, avec quelqu'un comme M. Macron, ou comme Mme Hidalgo, ou comme Mme Pécresse, ou comme Mme Le Pen, ou comme M. Jadot, ou comme M. Zemmour. On serait certainement assez surpris de constater
que toutes ces personnes qui viennent se présenter devant vous à l'élection présidentielle sont très peu au courant de la façon dont fonctionne l'euro, de l'existence des banques centrales nationales, du pourquoi elles existent encore et pourquoi elles n'ont pas été supprimées dans la BCE. On serait très surpris de constater qu'en fait, les personnes qui viennent se présenter devant vos suffrages pour l'élection au poste suprême sont en fait complètement incompétents en matière monétaire. C'est-à-dire pour l'essentiel de ce qui gouverne la vie économique du pays. C'est d'ailleurs certainement la raison pour laquelle on ne m'invite pas. C'est la raison pour laquelle les journaux veulent faire croire qu'aucun candidat ne propose la sortie de l'euro. C'est la raison pour laquelle personne ne m'interroge. Et les quelques micro-entretiens, interviews que j'ai eus là au cours des derniers jours, ou bien mon directeur de campagne Fabien Sema aussi sur CNews, eh bien lorsque j'ai été invité, ou lui aussi, on nous a interrogés sur quoi ? On nous a interrogés sur la situation sanitaire. Je suis d'accord que nous avons notre mot à dire. Je suis d'accord que sur cette position concernant le pass vaccinal, nous nous battons pour les libertés publiques et qu'il est normal qu'on s'exprime. Mais je ne voudrais pas quand même que pendant les semaines et les mois qui vont s'écouler jusqu'à l'élection présidentielle, les médias ne m'interrogent que sur des choses accessoires. De la même façon que l'on va demander à Mme Pécresse, et alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous êtes pour le drapeau bleu aux étoiles d'or sous l'Arc de Triomphe ? Non, elle dit-elle, il faut également avoir le drapeau bleu, blanc, rouge. Ou alors on va interroger M. Jadot, qu'est-ce qu'il pense du foie gras ? Est-ce qu'il faut le retirer des cocktails officiels dans les palais républicains ou est-ce qu'il faut les laisser ? Ou bien on va discuter avec M. Zemmour. Alors est-ce qu'il faut changer les prénoms des immigrés d'origine musulmane ? Pendant qu'on parle de tous ces sujets-là, qu'il y a ce bruit de fond, qui ne nécessite d'ailleurs aucune technicité, parce que sur le foie gras ou l'idée de changer les prénoms, ou encore sur le fait d'avoir un drapeau bleu-blanc-rouge à côté du drapeau bleu aux étoiles d'or, tout le monde peut avoir son avis. C'est vraiment des propos de café du commerce. En revanche, connaître à fond les mécanismes financiers et monétaires qui gouvernent le monde et qui gouvernent la France et les Français, ça, pour dire ça, pour savoir ce qu'il faut en penser, pour expliquer à nos compatriotes, il faut avoir de la connaissance, de l'expérience. Ça ne peut pas s'improviser. Je terminerai donc mon propos ici. Je me plains régulièrement. D'ailleurs, je vais avoir dans quelques jours un entretien au Conseil supérieur de l'audiovisuel auquel je vais me rendre avec des avocats, parce que je tiens quand même à ce que l'on fasse respecter la loi, compte tenu du caractère insensé du verrouillage médiatique qui m'est opposé. Au cours de l'année 2021, d'après les relevés du CSA, j'ai eu droit à 0,0022% du temps de parole, alors qu'aux dernières élections européennes, on avait fait 1,2%. Nous n'avons rien, alors que nous devrions avoir quand même au moins une émission politique sur un grand média tous les 15 jours à 3 semaines. Je vais donc expliquer ça au CSA. C'est pas pour moi que je me bats. Si je me bats, c'est parce que, au-delà de moi, ce qui est atteint, c'est vous. C'est que les grands médias qui servent les intérêts des milliardaires, qui eux ont intérêt à l'Union européenne, ils ont intérêt à la libre circulation des mouvements de capitaux, ils ont intérêt à la monnaie euro, parce que tout ça favorise notamment l'explosion des grandes fortunes, quelques milliardaires qui deviennent hyper riches et qui d'ailleurs permettent par de l'évasion fiscale ou de l'optimisation fiscale de ne plus rien payer comme impôt à la France, ou très peu. Eh bien, tout s'est organisé pour que l'on tienne les Français dans l'ignorance de ce qui se passe. Et je suis le grain de sable dans cet engrenage bien huilé. Je suis d'autant plus un grain de sable que je connais mes dossiers, que je suis du ministère des Finances, comme vous le savez, et donc qu'on ne me la fait pas à l'envers, comme on dit maintenant. Comme on ne peut pas me la faire à l'envers, comme je connais mes dossiers, comme j'essaie de bien les expliquer aux Français, eh bien il se passe un phénomène que m'avait expliqué
un journaliste, il m'avait dit « On ne vous invite pas parce que l'on ne sait pas quoi vous répondre ». Ça fait penser à une citation intéressante de Paul Valéry qui disait « Lorsqu'on ne sait pas démolir un raisonnement, on démolit le raisonneur ». Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en m'interdisant de facto d'antenne, en ne m'interviewant pas, ça n'est pas Asselineau, finalement, qui est le plus visé. Celui qui est visé, c'est le peuple français. Parce que je suis ce qui ne doit pas arriver, parce qu'il faut absolument que les Français ne comprennent pas ce qui se passe, parce qu'il faut absolument que les Français aient un lavage de cerveau suffisamment présent et constant pour qu'ils envoient à l'Élysée des gens qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas courageux et qui seront là pour servir les intérêts d'une oligarchie. L'affaire est extrêmement grave. Ai-je besoin de le souligner ? Puisque je crains que l'élection de 2022 soit peut-être la dernière élection présidentielle digne de ce nom, si encore elle a bien lieu, si encore elle n'est pas truquée à part un scrutin par correspondance ou par informatique. Mais il est à craindre que ce soit peut-être la dernière fois que les Français puissent encore redresser la barre. Et on me permettra de terminer cette vidéo en m'adressant à toutes les consciences morales, à tous les intellectuels, les économistes, des professeurs, des philosophes. Je m'adresse à tous ces gens-là et je leur dis: est-ce que vous trouvez normal que l'élection présidentielle de 2022 soit d'ores et déjà manipulée pour que les plus grands débats, les plus grands choix stratégiques soient cachés aux Français, pour que le candidat qui leur explique pourquoi il faut sortir de l'Union européenne, pourquoi il faut sortir de l'euro avant que ça n'explose, parce que de toute façon l'euro explosera, pourquoi il faut sortir de l'OTAN avant que ça n'explose ou avant qu'on soit entraîné dans un conflit planétaire pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Eh bien, je m'adresse à toutes ces personnalités, et beaucoup d'autres que j'aurais aimé citer, des éditorialistes, des patrons de grands journaux, des patrons de radio, de télé. Je m'adresse à leur conscience en tant que Français. Est-ce que c'est normal que j'ai droit à 0,002% du temps de parole, c'est-à-dire rien, pour expliquer ce qui va décider de l'avenir et peut-être de la fin de l'histoire de France. Vive la République et vive la France. Bon, vous avez compris, Asselineau 2022, c'est parti. C'est le moment de se mobiliser plus que jamais. Pour les parrainages, on en a beaucoup de promesses, il faut en avoir encore plus. Et aussi pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la campagne. Vous savez que nous avons 0 € d'endettement. Nous comptons rester avec 0 € d'endettement. Donc il vous appartient de participer. On a besoin d'argent, je le dis carrément comme tout le monde. On a besoin d'argent pour financer l'élection présidentielle et pour financer les élections législatives. Voilà, on a mis un compteur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez que vos sommes sont déductibles à 2/3 de l'impôt sur le revenu que vous acquittez si vous en payez un. Merci d'y songer. Il s'agit de la France.